Peu à peu, cette lettre commencée pour t'informer des progrès de mon mal est devenue le délassement d'un homme qui n'a plus l'énergie nécessaire pour s'appliquer longuement aux affaires d'État. La méditation écrite d'un malade qui donne audience à ses souvenirs. Je me propose maintenant davantage. J'ai formé le projet de te raconter ma vie. À coup sûr, j'ai composé l'an dernier un compte-rendu officiel de mes actes, en tête duquel mon secrétaire Flégon a mis son nom. J'y ai menti le moins possible. L'intérêt public et la décence m'ont forcé néanmoins à réarranger certains faits. La vérité que j'entends exposer ici n'est pas particulièrement scandaleuse, ou ne l'est qu'au degré où toute vérité fait scandale. Je ne m'attends pas à ce que tes 17 ans y comprennent quelque chose. Je tiens pourtant à t'instruire, à te choquer aussi. Tes précepteurs que j'ai choisis moi-même t'ont donné cette éducation sévère, surveillée, trop protégée peut-être, dont j'espère somme toute un grand bien pour toi-même et pour l'État. Je t'offre ici comme correctif un récit dépourvu d'idées préconçues et de principes abstraits, tirés de l'expérience d'un seul homme qui est moi-même. J'ignore à quelle conclusion ce récit m'entraînera. Je compte sur cet examen des faits pour me définir, me juger, peut-être, ou tout au moins pour mieux me connaître avant de mourir. Comme tout le monde, je n'ai à mon service que 3 moyens d'évaluer l'existence humaine. L'étude de soi, la plus difficile et la plus dangereuse, mais aussi la plus féconde des méthodes. L'observation des hommes qui s'arrangent le plus souvent pour nous cacher leurs secrets ou pour nous faire croire qu'ils en ont. Les livres, avec les erreurs particulières de perspective qui naissent entre les lignes. J'ai lu à peu près tout ce que nos historiens, nos poètes et même nos conteurs ont écrit, bien que ces derniers soient réputés frivoles, et je leur dois peut-être plus d'informations que je n'en ai recueillies dans les situations assez variées de ma propre vie. La lettre écrite m'a enseigné à écouter la voix humaine, tout comme les grandes attitudes immobiles des statues m'ont appris à apprécier les gestes. Par contre, et dans la suite, la vie m'a éclairci les livres. Mais ceux-ci mentent, et même les plus sincères. Les moins habiles, faute de mots et de phrases où il la pourrait enfermer, retiennent de la vie une image plate et pauvre, telle comme Lucain l'alourdissent et l'encombre d'une solennité qu'elle n'a pas. D'autres, au contraire, comme Pétrone, l'allègent, font d'elle une balle bondissante et creuse, facile à recevoir et à lancer dans un univers sans poids. Les poètes nous transportent dans un monde plus vaste ou plus beau, plus ardent ou plus doux que celui qui nous est donné, différent par là même et en pratique presque inhabitable. Les philosophes font subir à la réalité pour pouvoir l'étudier pure à peu près les mêmes transformations que le feu ou le pilon font subir au corps. Rien d'un être ou d'un fait tel que nous l'avons connu ne paraît subsister dans ces cristaux ou dans cette cendre. Les historiens nous proposent du passé des systèmes trop complets, des séries de causes et d'effets trop exactes et trop clairs pour avoir jamais été entièrement vrais. Ils réarrangent cette docile matière morte, et je sais que même à Plutarque échappera toujours Alexandre. Les conteurs, les auteurs de fables milésiennes ne font guère comme des bouchers que d'apprendre à l'étal de petits morceaux de viande appréciés des mouches. Je m'accommoderais fort mal d'un monde sans livres, mais la réalité n'est pas là, parce qu'elle n'y tient pas tout entière. L'observation discrète des hommes est une méthode moins complète encore, bornée le plus souvent aux constatations assez basses dont se repaît la malveillance humaine. Le rang, la position, tous nos hasards restreignent le champ de vision du connaisseur d'hommes. Mon esclave a pour m'observer des facilités complètement différentes de celles que j'ai pour l'observer. Lui-même, elles sont aussi courtes que les miennes. Le vieil euphorion me présente depuis 20 ans mon flacon d'huile et mon éponge, mais ma connaissance de lui s'arrête à son service, et celle qu'il a de moi à mon bain. Et toute tentative pour s'informer davantage fait vite, à l'empereur comme à l'esclave, l'effet d'une indiscrétion. Presque tout ce que nous savons d'autrui est de seconde main. Si par hasard un homme se confesse, il plaide sa cause, son apologie est toute prête. Si nous l'observons, il n'est pas seul. On m'a reproché d'aimer à lire les rapports de la police de Rome. J'y découvre sans cesse des sujets de surprise, amis ou suspects, inconnus ou familiers. Ces gens m'étonnent. Leur folie sert d'excuse aux miennes. Je ne me lasse pas de comparer l'homme habillé à l'homme nu. Mais ces rapports si naïvement circonstanciés s'ajoutent à la pile de mes dossiers sans m'aider le moins du monde à rendre le verdict final. Que ce magistrat d'apparence austère ait commis un crime ne me permet nullement de le mieux connaître. Je suis désormais en présence de 2 phénomènes au lieu d'un, l'apparence du magistrat et son crime. Quant à l'observation de moi-même, je m'y oblige ne fût-ce que pour entrer en composition avec cet individu auprès de qui je serai jusqu'au bout forcé de vivre. Mais une familiarité de près de 60 ans comporte encore bien des chances d'erreur. Au plus profond, ma connaissance de moi-même est obscure, intérieure, informulée, secrète comme une complicité. Au plus impersonnel, elle est aussi glacée que les théories que je puis élaborer sur les nombres. J'emploie ce que j'ai d'intelligence à voir de loin et de plus haut ma vie, qui devient alors la vie d'un autre. Mais ces 2 procédés de connaissance sont difficiles et demandent l'un une descente en soi, l'autre une sortie hors de soi-même. Par inertie,
Je tends comme tout le monde à leur substituer des moyens de pure routine, une idée de ma vie partiellement modifiée par l'image que le public s'en forme, des jugements tout faits, c'est-à-dire mal faits, comme un patron tout préparé auquel un tailleur maladroit adapte laborieusement l'étoffe qui est à nous. Équipement de valeur inégale, outils plus ou moins émoussés, mais je n'en ai pas d'autres. C'est avec eux que je me façonne tant bien que mal une idée de ma destinée d'homme. Quand je considère ma vie, je suis épouvantée de la trouver informe. L'existence des héros, celle qu'on nous raconte, est simple. Elle va droit au but comme une flèche. Et la plupart des hommes aiment à résumer leur vie dans une formule, parfois dans une vanterie ou dans une plainte, presque toujours dans une récrimination. Leur mémoire leur fabrique complaisamment une existence explicable et claire. Ma vie a des contours moins fermes. Comme il arrive souvent, c'est ce que je n'ai pas été, peut-être qu'il a défini avec le plus de justesse. Bon soldat, mais point grand homme de guerre, amateur d'art, mais point cet artiste que Néron crut être à sa mort, capable de crime, mais point chargé de crime. Il m'arrive de penser que les grands hommes se caractérisent justement par leur position extrême, où leur héroïsme est de se tenir toute la vie. Ils sont nos pôles ou nos antipodes. J'ai occupé toutes les positions extrêmes, tour à tour, mais je ne m'y suis pas tenue. La vie m'en a toujours fait glisser, et cependant je ne puis pas non plus, comme un laboureur ou un portefaix ex-vertueux, me vanter d'une existence située au centre. Le paysage de mes jours semble se composer, comme les régions de montagne, de matériaux divers entassés pêle-mêle. J'y rencontre ma nature, déjà composite, formée en partie égale d'instinct et de culture. Ça et là, effleurent les granites de l'inévitable. Partout, les éboulements du hasard. Je m'efforce de parcourir ma vie pour y trouver un plan et suivre une veine de plomb ou d'or ou l'écoulement d'une rivière souterraine. Mais ce plan tout factice n'est qu'un trompe-l'œil du souvenir. De temps en temps, dans une rencontre, un présage, une suite définit l'événement. Je crois reconnaître une fatalité, mais trop de routes ne mènent nulle part, trop de sommes ne s'additionnent pas. Je perçois bien dans cette diversité, dans ce désordre, la présence d'une personne, mais sa forme semble presque toujours tracée par la pression des circonstances. Ses traits se brouillent comme une image reflétée par l'eau. Je ne suis pas de ceux qui disent que leur action ne leur ressemble pas. Il faut bien qu'elles le fassent, puisqu'elles sont ma seule mesure, et le seul moyen de me dessiner dans la mémoire des hommes, ou même dans la mienne, propre. Puisque c'est peut-être l'impossibilité de continuer à s'exprimer et à se modifier par l'action qui constitue la différence entre l'état de mort et celui de vivant. Mais il y a entre moi et ces actes dont je suis fait un hiatus indéfinissable. Et la preuve, c'est que j'éprouve sans cesse le besoin de les peser, de les expliquer, d'en rendre compte à moi-même. Certains travaux, qui durèrent peu à peu, sont assurément négligeables. Mais des occupations qui s'étendirent sur toute la vie ne signifient pas davantage. Par exemple, il me semble à peine essentiel, au moment où j'écris ceci, d'avoir été empereur. Les 3/4 de ma vie échappent d'ailleurs à cette définition par les actes. La masse de mes velléités, de mes désirs, de mes projets même, demeure aussi nébuleuse et aussi fuyante qu'un fantôme. Le reste, la partie palpable, plus ou moins authentifiée par les faits, est à peine plus distincte et la séquence des événements aussi confuse que celle des songes. J'ai ma chronologie bien à moi, impossible à accorder avec celle qui se base sur la fondation de Rome ou avec l'ère des Olympiades. 15 ans aux armées ont duré moins qu'un matin d'Athènes. Il y a des gens que j'ai fréquentés toute ma vie et que je ne reconnaîtrai pas aux enfers. Les plans de l'espace se chevauchent aussi. L'Égypte et la vallée de Tempée sont toutes deux proches et je ne suis pas toujours à Tibur quand j'y suis. Tantôt ma vie m'apparaît banale au point de ne pas valoir d'être, non seulement écrite, mais même un peu longuement contemplée, nullement plus importante même à mes propres yeux que celle du premier venu. Tantôt elle me semble unique, et par là même sans valeur, inutile parce qu'impossible à réduire à l'expérience du commun des hommes. Rien ne m'explique, mes vices et mes vertus n'y suffisent absolument pas. Mon bonheur le fait davantage, mais par intervalles, sans continuité et surtout sans acceptable cause. Mais l'esprit humain répugne à s'accepter des mains du hasard, à n'être que le produit passager de chance auquel aucun dieu ne préside, surtout par lui-même. Une partie de chaque vie, et même de chaque vie, fort peu digne de regard, se passe à rechercher les raisons d'être, les points de départ, les sources. C'est mon impuissance à les découvrir qui me fit parfois pencher vers les explications magiques, chercher dans les délires de l'occulte ce que le sens commun ne me donnait pas. Quand tous les calculs compliqués s'avèrent faux, quand les philosophes eux-mêmes n'ont plus rien à nous dire, il est excusable de se tourner vers le papillage fortuit des oiseaux ou vers le lointain contrepoids des astres.